Donc, Alors, oui. Luc, vous êtes professeur en justice transitionnelle à l'Université catholique des Bukavu. Comment vous voyez ce travail des mémoires ici en République démocratique du Congo? Comment vous trouvez, est-ce que ça avance? Est-ce que ça recule? Est-ce que doit-on encore fournir de plus en plus des efforts? Comment vous Ah, trouvez? il faut continuer à fournir des efforts. Comme je l'ai dit, donc le docteur Mukwege a un peu lancé le mouvement, il a réveillé, il a surtout donné courage à certains qui avaient peur. Hein, parce que c'est ça qui s'est passé pendant des années. Les criminels circulaient et circulent encore, hein, ici à l'est de la RDC. Mm, Et donc, si vous osiez parler, etc., vous risquez gros. Hein. Et le docteur, lui, a parlé au monde entier dans son discours. Et donc, depuis lors, on peut dire que, voilà, ça fait presque 5 ans, hein, les initiatives se multiplient, ce travail de mémoire, mm, et ça pousse le gouvernement mm, à commencer à prendre des mesures. mm, Donc le gouvernement actuel, hein, fait certaines mesures, notamment par exemple en matière de réparation. mm, Hein. Il vient d'adopter, il a proposé une loi au Parlement qu'il a adoptée le 26 décembre dernier. mm, Le président Tshisekedi, il parlait il y a une semaine devant le Conseil des droits de l'homme à mm. Genève, Oui. qui est l'instance la plus élevée en matière de droits de l'homme, et il a parlé d'une loi cadre qui allait être adoptée, etc. Alors, bon, il ne faudrait pas que ça soit, comment dire, des mesures un peu publicitaires. Hein. Il faut vraiment aller, notamment, faire avancer tous les mécanismes de la justice transitionnelle, et pas seulement certains. Mm, Parce que là, il y a un danger qu'on a vu dans de nombreux pays, c'est que l'on met en route ce qu'on appelle les mécanismes non judiciaires, mm, hein, donc de recherche de la vérité à travers une commission vérité-réconciliation, ou le mécanisme de réparation, etc. Mais les autres mécanismes, comme surtout le mécanisme judiciaire, mm, celui donc des poursuites des auteurs devant des tribunaux, on le laisse de côté. mm. Hein, on n'en parle pas. Hein. La même chose, le processus de garantie de non-répétition et l'assainissement de l'armée, de la police, etc., faire sortir ceux qui ont commis les crimes, on n'en parle pas trop non plus. Hein. Et donc, c'est à ça qu'il faut être attentif. Alors, combien peut coûter la mise en œuvre du processus de justice transitionnelle? Certains experts parlent des milliers de dollars. Euh, Qu'est-ce que Oui, vous en dites? oui, bien sûr, mais regardez dans certains pays, après par exemple le génocide au Rwanda, il y a eu quantité par exemple là, de poursuites. On a créé un tribunal pénal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha. Mm, Ça coûtait chaque année des dizaines de millions de dollars. Hein. mm, Au Rwanda même, ils ont mis en place des tribunaux un peu sur le gazon, mm, qu'on appelle les gachacha. mm, Hein. Là, il a fallu quand même aussi dépenser de l'argent, etc. Si vous mettez en œuvre un programme de réparation, ben, que ce soit les réparations individuelles sous forme d'une indemnisation, une sorte de dommages et intérêts payés, hein, aux victimes, ça coûte aussi de l'argent. Si vous faites des réparations plus collectives, par exemple, vous décidez de construire un centre de santé, tout ça, toutes les mesures les mécanismes ont un coût. Hein, mais dans quantité de pays, cela s'est fait. Tandis qu'en RDC, ça ne s'est pas encore fait. mm, Maintenant, on a créé sur le papier un fonds
national pour la réparation aux victimes, hein, il faut alimenter ce fonds. Hein. Et il ne faudrait pas qu'il soit alimenté uniquement par les Congolais. Il faut qu'il soit alimenté par les responsables, par les auteurs des crimes, par les pays qui sont responsables. Pourquoi ? Pardon ? Pourquoi faudrait que ça soit alimenté également par les pays responsables ? Parce que quand vous commettez des dégâts, et qu'on vous amène en justice, celui qui a été victime des dégâts vous amène en justice, c'est non seulement pour que celui qui a commis ces dégâts soit sanctionné, mais aussi pour qu'on vous accorde une réparation. Donc ça ne devrait pas être un fonds national. Ça peut être un fonds national, mais il devrait être alimenté, par exemple, par des millions de dollars que la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à verser. La Cour internationale de justice, c'est le tribunal des Nations Unies, qui juge les États, et notamment donc l'an dernier, cette Cour internationale de justice qui avait déjà condamné l'Ouganda en 2005, donc il a fallu attendre 17 ans plus tard pour que la Cour condamne l'Ouganda à payer 325 millions de dollars à la RDC pour réparer, si on veut, les dommages, les pertes en vie humaine, mais aussi les dommages matériels, etc., commis par l'armée ougandaise en RDC. Et donc, où sont passés ces 325 millions de dollars ? La première tranche a été payée. La première tranche, dit-on, a été payée, mais en septembre 2022. On ne sait pas à quoi elle est affectée. Et donc là, la société civile, etc., les organisations de victimes doivent poser la question clairement, parce qu'une première tranche de 65 millions a été payée, mais elle doit être suivie de 4 autres. Chaque année, l'Ouganda, pendant 5 ans, doit payer 65 millions de dollars. Alors, s'ils vont dans un fonds qui est géré de manière indépendante, c'est-à-dire qui n'est pas uniquement dans les mains du pouvoir exécutif, du gouvernement, dans un établissement public contrôlé par le gouvernement, mais que dans cet organisme, il y a des représentants de la société civile, des organisations de victimes et aussi des partenaires internationaux qui, justement, ont travaillé là-dessus. Ceux qui ont fait le rapport mapping, etc. Tous ces gens devraient se retrouver parce que là-dedans, pour gérer cet argent-là qui vient de l'État qui a commis à travers son armée tous ces dégâts. Alors, quelle est la part de l'État congolais, du gouvernement congolais dans le processus de mise en œuvre des justices transitionnelles et quelle est la part de la population à travers la société civile ? Disons que la part du gouvernement congolais a été très restreinte jusqu'il y a peu. Par exemple, en 2002, une résolution du dialogue intercongolais qui se tenait là à Sun City, auquel j'ai assisté, moi. J'étais présent quand il y a eu une résolution de cet accord de paix, en fait, finalement, qui disait il faut que le gouvernement introduise au Conseil de sécurité des Nations Unies une demande de création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Jusqu'à en 2002 déjà. En 2002. On est 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, et aucun des gouvernements qu'il y a eu jusqu'à présent, y compris celui-ci, n'a encore introduit cette demande officielle auquel le Conseil de sécurité devrait répondre. Et il répondra. Est-ce qu'il y a une condition pour introduire la demande ? Non. D'ailleurs, le président Kabila avait, dans un discours aux Nations Unies,
dit qu'il fallait ce tribunal. Mais il n'a pas introduit la lettre signée, etc. Et aucun autre de son successeur ne l'a pas fait non plus. Peut-être va-t-il le faire, on espère, puisque il fait des déclarations, le président actuel, Tshisekedi, fait des déclarations sur la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Et on a adopté une politique nationale de justice transitionnelle dans lequel il y a de nouveau la recommandation de demander de créer ce genre de tribunal. Le Conseil de sécurité va peut-être dire non, pas ce tribunal-là comme celui qu'il y a eu pour le Rwanda ou qu'il y a eu pour l'ex-Yougoslavie. C'était il y a plus de 25 ans. Depuis lors, il n'y a plus eu d'autres tribunaux de ce type-là. Mais il y a eu ce qu'on appelle des tribunaux pénaux spéciaux, c'est-à-dire spécialisés sur les crimes, qui sont souvent des tribunaux d'ailleurs mixtes, dans lesquels il y a des magistrats congolais, mais où il y a aussi des magistrats étrangers qui viennent apporter leur expertise dans le domaine et viennent aussi apporter des garanties un peu d'indépendance. Et la part de la population à travers la société civile? La part de la société civile, justement, elle a réaugmenté à partir du discours du prix Nobel de la paix, puisque justement les victimes, qui par exemple, et la société civile qui organisait peu de commémorations, dans les années, au début des années 2000, aujourd'hui le fait. Il y a eu par exemple aussi une organisation ici à Bukavu qui a fait un mapping, donc une cartographie des fosses communes, y compris en remarquant que à certains endroits on a construit des bâtiments sur les fosses communes. Et donc elles ne pourront probablement plus être réouvertes. Et donc qu'il faut protéger, préserver les fosses communes qui restent. Actuellement, on fait des travaux à l'aéroport de Kavumu. Or, il y a des fosses communes là-bas. Il ne faudrait pas qu'on recouvre ces fosses communes par la piste. Alors, Luc, ou alors il faut les exhumer avant de faire ces travaux. Et là, peut-être la société civile est encore trop timide. N'attire pas suffisamment l'attention sur ces questions-là. Les gens qui ont la responsabilité dans ces crimes qui ont été commis, ils occupent maintenant les plus hautes responsabilités dans leur pays et parfois ici aussi au Congo. Puisque par le biais des opérations de brassage, de mixage, des accords qu'il y avait après les conflits, comme ces groupes n'avaient pas été battus, défaits, on négocie, on fait un accord de paix qui se traduit par l'incorporation, parfois dans l'appareil politique, mais aussi dans l'appareil militaire. Et donc, tous ces gens ne veulent pas trop, eux, ils sont plutôt pour l'oubli et l'amnistie. Or, les crimes, par exemple, dont on parle, les crimes qu'on appelle internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, ils sont imprescriptibles. C'est-à-dire qu'on peut, même après 50 ans, on peut encore poursuivre les auteurs de ces crimes. Alors, qu'est-ce qui peut arriver si ces auteurs-là arrivaient à mourir ? Voilà, il y en a déjà qui sont morts, évidemment. Ceux qui avaient peut-être 40 ans ou 50 ans quand les crimes ont été commis, donc dans les années 90 essentiellement. Maintenant, il y a encore 25 ans qui est passé,
Et donc, certains, si on attend encore trop, 10, 20 ans, etc., chaque année, il va y en avoir qui vont disparaître. Et donc, ils iront en paix. Ah ben, ils seront enterrés, et on les oubliera, et on oubliera aussi peut-être les crimes qui ont été commis. Alors, quel est le message que vous pouvez lancer à la population et évidemment au gouvernement congolais par rapport à cette mise en œuvre de la justice transitionnelle, vu son importance pour la paix en RDC et surtout dans la région? Là, je rejoins le message que le prix Nobel de la paix, justement, lance presque continuellement. Il appelle justement à ce qu'il y ait justement des mécanismes de vérité. Il appelle continuellement à ce qu'il y ait des poursuites judiciaires par un tribunal pénal international ou par des chambres spécialisées mixtes à l'intérieur des tribunaux congolais, etc. Il demande qu'on procède à l'exhumation des fosses communes, etc. Et dans son activité de la fondation Panzi, où il soutient les organisations comme par exemple le mouvement des survivantes, ou le mémorial en ligne dont je vous ai parlé est parrainé par le docteur Mukwege. Et donc on a avec tout ce qu'il dit pratiquement justement des messages qui sont de plus en plus repris justement par aussi toutes les organisations de la société civile. Alors au gouvernement congolais? Au gouvernement, il adresse aussi ses messages au gouvernement, bien sûr, et il pousse à ce que, justement, tout ça soit mis en place. Et je pense que si le gouvernement actuel a commencé à prendre un certain nombre de mesures, a fait adopter une loi, va peut-être en adopter une nouvelle, etc., c'est les efforts conjugués, non seulement du docteur, mais aussi justement des organisations de la société civile. Donc il y a une pression qui s'exerce, mais il faut faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, attention à ce qu'il n'y ait pas la mise en place une mise en place limitée de la justice transitionnelle. Donc limitée aux mécanismes qui ne font pas trop de mal aux auteurs des crimes. Voilà, on dit la vérité, etc. Mais il n'y a rien qui se passe pour eux. On fait des réparations aux victimes, mais ce n'est pas eux qui doivent payer des réparations, etc. Ni même le gouvernement qui leur a, poussé à faire ces crimes, etc. Voilà, à commettre ces crimes. Alors, c'était Luc Anquimbran. Luc Anquimbran, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci aussi à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont suivis sur 89.3 MHz Radio Sven ici à Bukavu et www.svenmedia.info. Vous pouvez nous écrire sur le numéro qui paraît au bas de votre écran et à très bientôt. Au revoir.